Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important, c'est la pharmacologie des antibiotiques en réanimation. Notre support sera un congrès de l'ASPAR 2013. On sait que on va tout d'abord commencer par la partie des points essentiels. On sait que de nombreux facteurs peuvent changer la pharmacocinétique des antibiotiques en réanimation, tels que l'hypoalbuminémie, l'altération des émonctoires, la comédication, l'interaction médicamenteuse. Tout ça peut changer la pharmacocinétique d'un antibiotique en réanimation, ainsi que tout autre médicament. La pharmacocinétique peut changer en fonction de l'état de notre patient. Classiquement, les antibiotiques sont classés en deux familles, ceux ayant une activité antimicrobienne, concentration dépendante, et ceux ayant une activité temps dépendante. On va savoir la différence entre les antibiotiques concentration dépendante et temps dépendante dans les lignes suivantes. L'efficacité des antibiotiques à bactéricidés concentration dépendante est plus rapide et intense que leur concentration maximale est élevée. Alors, c'est tout à fait clair, un antibiotique qui est concentration dépendant, son efficacité sera plus rapide si la concentration maximale de cet antibiotique dans le sang est élevée. Plus que sa concentration est plus élevée, plus son action est plus efficace. Par contre, les efficacités des antibiotiques à bactéries temps dépendants, elle est corrélée au temps de contact entre l'antibiotique et la bactérie au-delà d'une concentration supérieure à la concentration minimale. La CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice. La concentration minimale inhibitrice, c'est quoi? C'est la plus faible concentration d'un produit chimique, généralement un médicament, qui empêche la croissance visible d'une ou de plusieurs bactéries. Alors, c'est la moindre, c'est la concentration minimale qui va empêcher les bactéries qui va empêcher la croissance des bactéries. Et c'est pour ça quand l'efficacité d'un antibiotique temps dépendant, ça va dépendre de temps de contact entre bactéries à condition que la concentration C soit quand même supérieure à la concentration minimale inhibitrice. Des indices pharmacocinétiques et pharmacodynamiques ont été développés pour prédire l'efficacité d'un traitement antibiotique. Le rapport concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice et surface sous la courbe sur la concentration minimale inhibitrice sont les deux indices prédictifs de l'efficacité des antibiotiques à bactéricidés concentration dépendante. On a dit qu'on a des indices pharmacocinétiques et pharmacodynamiques qui ont été développés pour prédire l'efficacité. On donne l'exemple pour le rapport de concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice et la surface sur la courbe sur la concentration minimale inhibitrice sont deux indices pour les antibiotiques bactéricidés concentration dépendante. Les temps pendant lesquels la concentration d'antibiotiques au-dessus de la CMI est un indice prédictif de l'efficacité d'un antibiotique temps dépendant, tout à fait logique. L'inconvénient de ces indices que les présente de nombreuses limites. L'utilisation de concentrations plasmatiques alors que les infections sont tissulaires, déjà c'est un problème parce que on ne sait pas la concentration au niveau des tissus. On utilise l'utilisation d'un paramètre statique, la concentration minimale inhibitrice comme marqueur de l'effet.
De nouvelles approches pharmacocinétiques et pharmacodynamiques ont été développées, prenant en compte les concentrations tissulaires. Ben oui, on a développé des méthodes qui permettent de prendre en compte la concentration tissulaire des antibiotiques, comme des paramètres pharmacocinétiques et des modèles saturables ou semi-mécanistiques comme marqueurs pharmacodynamiques, comme marqueurs et des modèles saturables et semi-mécanistiques. C'est pas des marqueurs, ce n'est plus des marqueurs statistiques. On a des marqueurs des saturables et semi-mécanistiques comme des marqueurs pharmacodynamiques. Ces modèles devraient permettre une meilleure optimisation plutôt de schémas posologiques. Avec ces indices développés, on a pu avoir une meilleure optimisation des schémas posologiques. L'utilisation de l'aérosolothérapie pourrait aussi permettre d'optimiser l'administration des antibiotiques en augmentant la concentration intrapulmonaire des antibiotiques et donc l'efficacité, tout en réduisant la concentration plasmatique. C'est plutôt local. Si on a une infection pulmonaire et on administre des antibiotiques par un aérosol, on augmente la concentration intrapulmonaire qui est le site d'infection, et quand même on réduit la concentration plasmatique parce qu'on sait que les antibiotiques sont leurs effets secondaires et peuvent être néfastes à l'organisme. Alors, le recours à un traitement antibiotique est très fréquent, surtout chez les patients en réanimation. Le pronostic étant directement influencé par le délai avec lequel une antibiotique adaptée est instaurée. Toujours on parle de golden hour, surtout dans les états de choc septique où le moment d'administration de l'antibiotique est très important. Plus on est précoce, plus on est les délais, plus on a un pronostic, plus on a un meilleur pronostic et inversement. Le recours à un traitement antibiotique, je vous reprends, c'est très fréquent en réanimation. Le pronostic étant directement influencé par le délai avec lequel l'antibiotique adapté est instauré. Les modifications physiopathologiques de ces malades. Bien sûr, on a des malades en réanimation, ce sont des malades lourds, ce sont des malades alités. Et dans leur organisme, on a des modifications physiopathologiques telles que l'hypoalbuminémie, l'insuffisance rénale, l'hypoperfusion, etc. et d'autres facteurs, interaction médicamenteuse, épuration extra-rénale. Tout ça pour modifier considérablement les paramètres pharmacocinétiques des antibiotiques. Plus qu'on administre beaucoup des antibiotiques en réanimation, et aussi on a des patients qui sont instables et qui ont leur propre modification, leur propre tard. Ces problèmes vont influencer la pharmacocinétique des antibiotiques, alors qu'une diminution de la sensibilité des bactéries se traduit par une modification des caractéristiques pharmacodynamiques des molécules utilisables. Alors, quand il s'agit de patients des modifications physiopathologiques, on parle de modifications pharmacocinétiques des antibiotiques. Alors, quand il s'agit de la bactérie, qu'une diminution de la sensibilité des bactéries, les bactéries sont moins sensibles aux antibiotiques et c'est grave. On parle de modification de caractéristiques pharmacodynamiques. J'espère que c'est clair. C'est le PK, c'est la pharmacocinétique, c'est pour tout ce qui est modification de patients, de distribution, d'interaction médicamenteuse, d'hypoperfusion tissulaire, d'épuration extra-rénale, d'insuffisance rénale, tout ce qui est pharmacodynamique. C'est la bactérie elle-même qui est devenue moins sensible, ce qui va induire des changements pharmacodynamiques. La connaissance de ces phénomènes est primordiale afin d'optimiser les schémas thérapeutiques et ainsi garantir un succès bactériologique et clinique tout en luttant contre l'émergence des bactéries résistantes. Après quelques rappels pharmacocinétiques seront évacuées les particules relation PKPD des principaux antibiotiques chez les patients en réanimation.
Bien sûr, si on connaît les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, c'est primordial d'optimiser les schémas thérapeutiques, ainsi garantir le succès bactériologique et clinique tout en luttant contre l'émergence des bactéries résistantes. Après quelques appels pharmacocinétiques seront évoquées les particularités de la relation pharmacocinétique et pharmacodynamique, les principaux antibiotiques chez les patients en réanimation. On va commencer par un rappel pharmacocinétique. La pharmacocinétique est l'étude. C'est quoi la pharmacocinétique? C'est l'étude de devenir d'un principe actif dans l'organisme. Plusieurs paramètres pharmacocinétiques sont définis pour caractériser les différentes phases que sont l'absorption, la distribution, l'élimination, comprennent le métabolisme et l'excrétion. Alors, c'est quoi la pharmacocinétique? Je reprends, c'est l'étude de devenir d'un principe actif de l'organisme. Quand on administre un antibiotique, un traitement, si on va étudier qu'est-ce que les phases qui va subir ce traitement, on va parler de pharmacocinétique. La pharmacocinétique, elle est caractérisée, elle a des paramètres qui la caractérisent. Ce sont les différentes phases que ce principe actif va les subir. Tout d'abord, l'absorption digestive, la distribution dans l'organisme, l'élimination, le métabolisme, l'élimination comprenant le métabolisme, comment ils seront métabolisés, excrétés, la concentration maximale. La concentration maximale au pic correspond à la plus forte concentration plasmatique en principe actif d'administration de médicaments. La concentration maximale, c'est le pic. C'est la plus forte concentration en principe actif obtenue après l'administration de médicaments. La concentration résiduelle. La concentration résiduelle ou valée correspond à la concentration plasmatique en principe actif à la fin d'un intervalle d'administration d'un médicament, soit juste avant la prise suivante, permet également de juger le niveau d'accumulation d'un antibiotique dans l'organisme et donc le niveau de risque de toxicité. Ok, là on a parlé de concentration maximale, c'est le pic qui correspond à la plus forte concentration plasmatique d'un principe actif. La concentration résiduelle, c'est quoi la concentration résiduelle? Ou valée, entre parenthèses, ou valée, correspond à la concentration plasmatique en principe actif obtenue à la fin d'intervalle d'administration d'un médicament, soit juste avant la prise suivante. La concentration résiduelle, on a administré les médicaments après 6 heures ou bien ou 24 heures selon les délais entre chaque prise. Quelle est la concentration entre les prises, quelle est la concentration avant la prise suivante, et c'est très important, surtout si les médicaments sont concentration dépendante ou même temps dépendante, c'est très important que quand même il y a une concentration résiduelle, que quand même les bactéries sont en contact avec et ils subissent quand même l'action de l'antibiotique. C'est ça la concentration résiduelle. Ce paramètre permet également de juger le niveau d'accumulation d'un antibiotique dans l'organisme et donc le niveau de risque de toxicité. Oui, s'il reste beaucoup d'antibiotiques, s'il y a beaucoup de concentration résiduelle, ça peut être toxique. Si on administre à nouveau le médicament, ça peut devenir toxique et on peut avoir des effets secondaires de ce médicament au lieu de bénéficier, au lieu d'avoir que des bénéfices. La distribution, maintenant, on va commencer par la distribution, toujours dans le cadre de l'étude pharmacocinétique. La distribution, c'est le volume apparent de distribution propre à chaque antibiotique. On va parler de volume apparent de distribution, c'est le VD,
il est propre à chaque antibiotique, correspond au volume fictif dans lequel serait dissoute la quantité administrée afin d'obtenir la concentration observée dans le plasma à T0. Il tient compte de la distribution extravasculaire qui dépend elle-même de la fixation protéique, plasmatique et tissulaire. Seule la fraction libre est susceptible de diffuser dans les tissus, mais aussi de ses propriétés physico-chimiques, détermine sa capacité à travers la membrane biologique. La vitesse de distribution dépend quant à elle à la perméabilité membranaire ou de débit de perfusion sanguine qui assure le transport d'antibiotiques dans le tissu. Le volume de distribution apparent de distribution faible de l'ordre de 0,2 à 0,4 litres par kilogramme correspond à une molécule de distribution extracellulaire exclusive. Élevé correspond à une molécule à distribution extravasculaire importante, traduisant soit une diffusion intracellulaire importante, soit une fixation tissulaire importante. Je reprends parce que je sais que j'étais très rapide. Le volume apparent de diffusion. Le volume apparent de distribution, c'est quoi? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un volume qui est propre à chaque antibiotique. Chaque antibiotique a son volume de distribution. C'est quoi? Il correspond au volume fictif. C'est un volume fictif, c'est un volume qui est plutôt imaginaire, dans laquelle sera dissoute la quantité administrée on administre une quantité d'antibiotiques. Cette quantité elle sera dissoute afin d'obtenir la concentration observée dans le plasma, c'est-à-dire on a administré une quantité et on aura une concentration dans le plasma à T0. Quel est le volume de distribution pour qu'on a obtenu cette concentration? Il tient compte de la distribution extravasculaire, c'est-à-dire quand on parle d'extravasculaire, plus on parle qui dépend de tissu, qui dépend elle-même de la fixation protéique, plasmatique et tissulaire. On sait que cette concentration, si on a une concentration, la concentration, c'est-à-dire que le médicament est dilué. Si on parle de concentration de plasma, on parle de médicament qui est dilué dans le plasma de molécules qui sont libres. Par contre, les molécules qui sont fixées à la distribution, qui sont extravasculaires, qui sont fixées aux protéines plasmatiques et tissulaires, oui, on les prend en compte, mais oui, ils ne sont pas efficaces, parce que seule la fraction libre qui est susceptible de diffuser dans les tissus. Les molécules qui sont liées au plasma fixées par les tissus, ils ne peuvent pas traverser les tissus, ils ne peuvent pas diffuser. Mais aussi, ses propriétés physico-chimiques déterminant sa capacité à diffuser à travers la membrane biologique. Oui, si elle est libre, on estime que ça peut diffuser, mais il y a des molécules qui ne peuvent pas diffuser, même ils sont libres. Tout dépend de son propriété physico-chimique, tout dépend de la taille de la molécule, de sa capacité, des propriétés. On sait que les lipides passent plus facilement à travers la membrane phospholipidique. Tout ça, les petites molécules passent plus facilement. La vitesse de distribution dépend quant à elle à la perméabilité membranaire ou de débit de perfusion sanguine. Ça va dépendre aussi, est-ce que la membrane elle est perméable, les caractéristiques de cette membrane, est-ce qu'elle permet le passage de la molécule au débit de perfusion sanguine. Oui, est-ce que les organes
les extrémités, surtout les organes sont bien perfusés pour qu'ils permettent aux molécules diffusées, pour qu'ils permettent de molécules libres, les molécules qui sont plutôt diluées, les molécules déçues, voilà, de diffuser et d'arriver au tissu et à leur site d'action, le site d'action qu'on est en train de viser. Un volume de distribution faible, c'est-à-dire de l'ordre de 0,2 à 0,4 litres par kilogramme et une faible distribution. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une faible distribution? Correspond à une molécule à des distributions extracellulaires exclusives. C'est une molécule à diffusion extracellulaire exclusive. On a dit que extracellulaire, ça va dépendre de fixation dans le tissu, dans les protéines plasmatiques, tandis qu'un volume, c'est-à-dire que la fraction perfusée, elle est minime, tandis qu'un volume de distribution élevé, supérieur à 1 litre par kilogramme, correspond à une molécule à des distributions extravasculaires. C'est une distribution extravasculaire. Si on parle de distribution extravasculaire, on parle de molécules déçues très importantes, traduisant diffusion intracellulaire importante, soit en fixation tissulaire importante. Si on a une distribution extravasculaire, extracellulaire exclusive, tandis que correspond à une molécule de distribution extravasculaire importante. Là, on est dans le volume 0,2 à 0, je vais reprendre, un volume de distribution faible de l'ordre de 0,2 à 0,4 litres par kilogramme, correspond à une molécule de distribution extracellulaire. On est dans l'extracellulaire exclusif, tandis qu'un volume de distribution élevé, c'est ce qu'on recherche, correspond à une molécule de distribution extravasculaire. On est extravasculaire, traduisant une diffusion intracellulaire importante, soit en fixation tissulaire, soit en fixation tissulaire importante. C'est-à-dire que ces molécules, ils sont bonnes, et plus le volume de distribution, plus le volume, on a dit que le volume extravasculaire dépend de la fixation protéique plasmatique et tissulaire. Dépend de la c'est-à-dire plus que on est dans l'extravasculaire, plus que le volume de distribution est plus important, plus que le volume de distribution on est dans l'extravasculaire, c'est-à-dire que les tissus sont fixés, que la diffusion intracellulaire est importante, que c'est bien par rapport au quand le volume distributif est faible, la molécule et les molécules de distribution sont extracellulaires. Élimination. La clairance plasmatique. La clairance plasmatique représente la quantité du plasma totalement épuré de molécules par unité de temps. Elle apprécie la capacité de l'organisme à éliminer cette molécule. Ok, la clairance plasmatique, c'est elle. C'est la quantité de plasma qui est totalement épurée d'une molécule par unité de temps. Elle apprécie la capacité de l'organisme à éliminer cette molécule. Elle est définie par la formule suivante. La clairance plasmatique, c'est la dose sur AUC. Ou c'est quoi l'AUC? C'est la surface sur la courbe décrivant l'évolution de concentration plasmatique en fonction de temps. L'AUC, c'est la surface sur la courbe. Area, c'est A pour area under, je sais pas si on dit courbe en anglais, l'AUC, AUC. Médecine, AUC, médecine, je vais la chercher, bon, je vais pas trouver. Mais c'est ça, je sais pas que, maybe. L'AUC, bon, c'est elle correspond à la surface sur la courbe décrivant l'évolution des concentrations plasmatiques en fonction de temps.
Donc, c'est une mesure globale de la quantité totale des médicaments auxquels est exposé l'organisme. Bon, je vais reprendre. L'élimination, c'est très important. Comme l'élimination, il faut que l'organisme élimine les métabolites des médicaments, les déchets et tout. Ça, c'est représenté par la clairance plasmatique. La CL, c'est la quantité de plasma qui est totalement épurée d'une molécule par unité de temps. Elle est appréciée par la capacité de l'organisme à éliminer la molécule. On a une formule pour calculer cette clairance plasmatique. C'est la dose de médicament sur area under the curve correspond à la surface. C'est la surface sur la courbe décrivant l'évolution de la concentration plasmatique en fonction du temps. La EC donne une mesure globale de la quantité totale de médicaments auxquels est exposé l'organisme. Alors, la clairance totale est la somme des clairances d'organes, principalement rénales ou hépatiques. La clairance, oui, il y a deux façons, deux organes qui ont la capacité d'éliminer une molécule, sont principalement rénales ou hépatiques. La clairance hépatique associe la clairance métabolique, où le principe actif est transformé par les enzymes hépatiques. Et la clairance par sécrétion biliaire, où le principe actif est excrété tel que dans la bile, conjugué à des molécules, le rendent plus hydrosoluble. Elle peut être influencée par le débit sanguin hépatique si la coefficient d'extraction hépatique est élevé, ou par la fixation aux protéines plasmatiques. Et la clairance intrinsèque qui caractérise l'activité enzymatique si la coefficient d'extraction hépatique est faible. C'est-à-dire, la clairance, c'est important d'étudier la clairance. On a deux organes qui font cette clairance, soit hépatique, soit rénale. Comment on fait la clairance hépatique? C'est par deux étapes transformées par les enzymes hépatiques. Et la clairance par sécrétion biliaire, où le principe actif est excrété tel que la bile conjuguée à des molécules le rendent plus hydrosoluble. Elle peut être influencée par le débit sanguin hépatique si la coefficient d'extraction hépatique est élevée, par la fixation à protéines plasmatiques. La clairance, d'abord, cette substance, elle va être métabolisée. Le principe actif va être transformé par les enzymes hépatiques. Puis, après cette transformation, elle va être éliminée par voie biliaire. Après avoir été conjuguée à des molécules, il est plus hydrosoluble, maintenant il est liposoluble. Elle peut être influencée par le débit sanguin hépatique. Comment la clairance hépatique peut être influencée? Il y a des paramètres qui influencent cette clairance. Tout d'abord, le débit sanguin hépatique, c'est la coefficient d'extraction hépatique est élevé, ou par la fixation aux protéines plasmatiques. Et la clairance intrinsèque qui caractérise l'activité enzymatique, c'est la coefficient hépatique s'il est lié à des molécules. La clairance intrinsèque qui caractérise l'activité enzymatique. La clairance rénale est la somme de filtration glomérulaire qui dépend de la fixation protéique, puisque seules les molécules non liées aux protéines plasmatiques sont filtrées. C'est pour ça que les molécules liées aux protéines subissent une clairance intrinsèque, surtout une élimination hépatique. La clairance rénale dépend les protéines plasmatiques et la sécrétion tubulaire active, moins la réabsorption tubulaire. Les antibiotiques, sécrétion tubulaire active, moins la réabsorption tubulaire. Les antibiotiques ayant une élimination principalement rénale regroupent les molécules hydrophiles ils doivent être hydrophiles pour être éliminés par voie rénale, non métabolisés.
tels que les aminosides, les glycopeptides. La plupart des bêta-lactamines sont éliminés par voie rénale, condition pour qu'une molécule soit éliminée par voie rénale. Les antibiotiques rénales regroupent les molécules hydrophiles, qui sont non métabolisées. On a l'exemple de l'aminoside, de glycopeptides, de bêta-lactamine, sont éliminés parmi les voies rénales. Parmi les fluoroquinylantes, certaines molécules sont essentiellement excrétées sous forme inchangée dans les urines, tandis que d'autres seront préalablement modifiées. Ok, ils peuvent être excrétés sous forme de principe actif, sous forme inchangée, tandis que les autres peuvent subir une métabolisation, puis être éliminés. La demi-vie d'élimination, c'est une notion très importante. C'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'une substance diminue de moitié. C'est clair, la demi-vie d'élimination, T1/2, c'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'une substance diminue de moitié. Elle est proportionnelle au volume de distribution et inversement proportionnelle à la clairance totale selon la forme suivante. La demi-vie d'élimination, c'est le temps pour que la substance soit éliminée. C'est le temps pour que la substance soit éliminée à moitié. Elle est proportionnelle au VD. Elle est proportionnelle au volume de distribution, c'est-à-dire que plus le volume de distribution augmente, la T demi augmente et la clairance totale est inversement proportionnelle à la clairance totale. Plus que la clairance totale augmente, plus que la T1 demi, le demi-vie d'élimination, il sera plus court et l'élimination elle sera plus rapide. C'est-à-dire plus que le volume de distribution est important, plus que la demi-vie d'élimination elle est plus longue, plus que les molécules vont rester dans l'organisme, alors que si la clairance augmente, la T demi elle devient plus courte et l'élimination sera plus rapide. C'est ça, T1 demi fois 0,693 fois le volume de distribution sur la clairance totale. La demi-vie est donc un paramètre de pharmacocinétique secondaire dépendant des deux paramètres de pharmacocinétique. Bon, c'est pas direct parce qu'il est secondaire au volume de distribution et la clairance totale. Le temps nécessaire pour atteindre un état d'équilibre correspond à 4,5 fois la demi-vie. Le temps nécessaire pour atteindre un état d'équilibre correspond à 4 à 5 fois la demi-vie. Maintenant, on va passer à la pharmacodynamie. La pharmacodynamie, tout d'abord, c'est quoi la pharmacodynamie? C'est l'étude de l'activité antibactérienne des différents antibiotiques. Ok, c'est l'étude de l'activité antibactérienne des différents antibiotiques a traditionnellement permis de distinguer des molécules bactéricides, concentration dépendante et temps dépendant. Ça, on est dans le vif du sujet et ça, ce qui m'intéresse, il m'a incité à lire cet article. C'est la pharmacodynamie, c'est deux notions de concentration dépendant et temps dépendant. L'étude de l'activité de la pharmacodynamie, je reprends, c'est l'étude de l'activité antibactérienne des différents antibiotiques. J'ai dit avant que la pharmacodynamie, c'est la bactérie, c'est la sensibilité de cette bactérie, c'est-à-dire c'est l'action de l'antibiotique à la bactérie, c'est l'activité antibactérienne des différents antibiotiques. A traditionnellement permis de distinguer, quand on a étudié cette action des antibiotiques aux bactéries, on a déduit qu'il y a ça va permettre de distinguer des molécules à bactéricides concentration dépendante, exemple aminoside fluoroquinylantes, et de celles de bactéricides temps dépendants.
On a les bêta-lactamines et les glycopeptides. Les bêta-lactamines et les glycopeptides sont des molécules temps dépendantes, alors qu'on a des bactéries qui sont en concentration dépendante, les aminosides et les fluoroquinylones. L'efficacité des antibiotiques à bactéricides de concentration dépendante sera d'autant plus intense que la concentration maximale sera élevée. On a déjà parlé de ça dans les points essentiels. Celle des antibiotiques bactéricides temps dépendants est corrélée au temps de contact entre antibiotiques. On a parlé de concentration, quand même la concentration doit être supérieure à la concentration minimale inhibitrice. Tout d'abord, on va parler de la concentration minimale inhibitrice. C'est quoi la concentration minimale inhibitrice? C'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui inhibe toute croissance visible d'un organisme après 24 heures d'incubation dans un milieu de croissance spécifique. La concentration minimale inhibitrice, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui inhibe toute la croissance visible d'un organisme après 24 heures. L'incubation dans un milieu de croissance spécifique. Ce paramètre permet d'évaluer in vitro l'activité d'un antibiotique de concentration constante. C'est la plus faible concentration. Elle est capable d'inhiber toute croissance visible d'un organisme après 24 heures d'incubation dans un milieu de croissance spécifique. Ce paramètre permet d'évaluer, on peut le voir in vitro, l'activité d'un antibiotique à concentration constante. Bien que la concentration minimale inhibitrice soit actuellement le paramètre le plus fréquent utilisé pour choisir un antibiotique, elle représente de nombreuses limites. Elle ne permet pas de caractériser les phénomènes d'adaptation qui peuvent survenir en quelques heures après l'initiation de traitements qui sont responsables d'une perte importante de la sensibilité de la bactérie d'antibiotiques. La concentration minimale inhibitrice est un paramètre très important à l'étude. C'est un paramètre très important à l'étude pour choisir un antibiotique. Mais quand même, elle ne permet pas de caractériser les phénomènes d'adaptation qui peuvent survenir en quelques heures après l'initiation de traitement. Bien, on a initié le traitement, les bactéries s'adaptent et la concentration minimale électrique peut changer, qui sont responsables de la sensibilité bactérienne antibiotique. Elle ne permet pas non plus de statuer sur l'intérêt d'une dose de charge permettant un important effet bactéricide initial, diminuant ainsi le risque d'émergence de résistance au traitement, ni d'optimiser la posologie des deux antibiotiques utilisés en association afin d'augmenter l'efficacité ou de limiter l'émergence de résistance. Ok, la concentration minimale inhibitrice, c'est important. C'est la plus faible concentration pour laquelle les bactéries sont inhibées et il arrête la croissance. Mais elle est utilisée pour le choix d'antibiotiques. C'est un paramètre qui est très fréquent, qui est très utilisé. Mais on a remarqué que ce paramètre a ses limites parce qu'elle permet pas de caractériser les phénomènes d'adaptation qui peuvent survenir en quelques heures après l'initiation du traitement. Elle ne permet pas non plus de statuer sur l'intérêt de charge. Elle explique par la dose de charge qu'elle a un effet bactéricide initial, diminuant ainsi le risque d'émergence. Et elle ne permet pas d'optimiser la pathologie de deux antibiotiques en association. Elle a ses limites. Après, on va parler d'effets post-antibiotiques. L'effet post-antibiotique correspond au maintien de pouvoir bactériostatique d'un antibiotique alors que sa concentration est inférieure à un seuil d'efficacité. La durée de l'effet post-antibiotique permet de déterminer l'intervalle d'administration optimal. Toutefois, il faut noter que l'EPA, l'effet post-antibiotique décroît avec le temps, c'est-à-dire la première dose sera plus importante que celle de la dose suivante, c'est la réaction adaptive.
On a un paramètre essentiel de la pharmacodynamie plus que la concentration minimale est dépendante, c'est l'effet post-antibiotique. Cet effet post-antibiotique correspond. Bon, on a un paramètre qui est très important, c'est l'effet post-antibiotique. Cet effet qu'on maintient, c'est-à-dire après l'administration de la dose de l'antibiotique, cet antibiotique va maintenir un pouvoir bactériostatique. Il est capable d'inhiber les bactéries, alors que sa concentration est inférieure même avec une concentration inférieure au seuil d'efficacité. Même avec une concentration inférieure au seuil d'efficacité, il est capable de maintenir un pouvoir bactériostatique. C'est l'effet post-antibiotique. La durée de l'effet post-antibiotique, on a dit que c'est important parce que ça permet de déterminer l'intervalle d'administration optimal entre chaque dose. Toutefois, on a noté que l'effet post-antibiotique, ça change d'une dose à l'autre parce qu'il y a ce qu'on appelle la réaction adaptative. Parce qu'il y a la réaction adaptative. La première dose sera plus importante que celle de la dose suivante. Alors, d'une meilleure connaissance des propriétés des antibiotiques innés, l'enjeu de faire coïncider les propriétés pharmacocérétiques d'un antibiotique avec sa pharmacodynamique afin d'optimiser son efficacité, les études expérimentales ont permis d'identifier des paramètres prédictifs de succès thérapeutique et bactériologique. D'une meilleure connaissance des propriétés des antibiotiques innés, l'enjeu de faire coïncider les propriétés pharmacocérétiques d'un antibiotique afin d'optimiser son efficacité ont permis d'identifier des paramètres prédictifs de succès thérapeutique et bactériologique. Maintenant, on va commencer par les indices pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. On va commencer par les antibiotiques à bactéricides concentration dépendante. Les bactéricides concentration dépendante. On va parler par le quotient inhibiteur, c'est la concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice. C'est les concentrations maximales sur la concentration minimale dans les études de propriétés pharmacocinétiques pharmacodynamiques. Avec 10 était associé à une probabilité de succès clinique de 90% à 7 jours. Les raisons sont conduites à faire évoluer les schémas posologiques l'administration des aminosides vers la dose unique journalière. Un risque néphrotoxicité moindre lié aux caractéristiques de pénétration des aminosides dans le parenchyme rénal, suffisant grâce à un transport actif avec seuil de saturation et raison pour justifier la dose unique journalière. La corrélation
quotient d'inhibition, Cmax sur la concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice. Ils ont noté une corrélation a été rapportée à la fin des années 1980 sur le succès clinique d'un traitement par aminoside et le rapport la concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice chez les patients atteints d'une pneumopathie sévère à bactéries gram négatives. Ils ont noté que un rapport C maximal, une concentration maximale sur la concentration minimale inhibitrice supérieure à 8 à 10 a été associé à une probabilité de succès clinique très importante de 90% à 7 jours, ce qui est magnifique. C'est une des raisons qui ont conduit à faire évoluer le schéma posologique conventionnel. L'administration des aminosides, ça permet d'avoir un schéma posologique pour l'administration d'aminosides. Ils ont évolué le schéma posologique conventionnel d'administration des aminosides. Il y avait un schéma avec une dose unique journalière. Ils ont commencé à donner une dose unique journalière. L'âge de nephrotoxicité ça diminue avec est moindre lié aux caractéristiques de pénétration et les risques parce que les aminosides ont des caractéristiques parce qu'ils peuvent passer au parenchyme rénal qui est très nephrotoxique. Ce faisant grâce à un transport actif avec seuil de saturation, c'est notre raison pour justifier la dose unique journalière. Le QI est le paramètre le plus prédictif de l'efficacité clinique et microbiologique des fluoroquinolones. Un rapport Cmax à CMI concentration de 12,2 s'est révélé être le seuil en deçà duquel les chances de succès clinique d'un traitement par l'évofloxacine était fortement compromise pour les infections gram-positives. C'est généralement favorable quel que soit le site d'infection. Le Q est également le paramètre le plus prédictif de l'efficacité clinique et microbiologique de fluoroquinolone. Un rapport Cmax et 12,2 s'est révélé être le seuil en deçà duquel les chances de succès clinique d'un traitement par l'évofloxacine étaient fortement compromises pour les infections gram-positives, alors que de là, déçus étaient généralement favorables quelle que soit l'infection. Puis on va parler de rapport AUC sur concentration minimale area under curve sur la concentration minimale infectieuse, surtout le cas concentration minimale inhibitrice. On va le symboliser par AUIC. AUIC. Alors, on a parlé de rapport AUC sur CMI. Ce rapport a surtout été évalué pour prédire l'efficacité de fluoroquinolone dans une étude portant sur l'efficacité de la ciprofloxacine dans les infections sévères à bacilles gram négatifs. Un AUC supérieur à 125 était prédictif de succès clinique. Succès clinique de 88%
contre 40% lorsqu'avant était inférieur à ceci. Si la valeur de la l'AUC dépasse 250, le temps nécessaire à l'éradication bactérienne diminue de façon significative, permettant ainsi de réduire la durée de traitement. Le rapport AUC, le Alien Club sur la concentration minimale inhibitrice, c'est un rapport qu'ils ont instauré lors de l'étude d'efficacité de la fragruquinone. Ils ont trouvé que ce rapport, s'il était supérieur à 25, était prédictif de succès clinique. Si la valeur AUC dépassait les 250, le temps nécessaire de l'éradication bactérienne permettant ainsi de réduire le traitement. De réduire la durée de traitement. Ce rapport s'avère également être un paramètre intéressant dans la prévention des résistances bactériennes. En effet, une valeur inférieure à 100 est corrélée à un taux plus élevé de développement de résistance bactérienne sous traitement. Ça s'avère également être un paramètre intéressant dans la prévention des résistances. C'est un paramètre intéressant dans la prévention de la résistance. En effet, une valeur inférieure à 100 est corrélée à un taux plus élevé de développement de résistance bactérienne. Alors, c'est un paramètre qui permet d'étudier les résistances et l'efficacité d'un traitement. C'est un paramètre très intéressant pour les antibiotiques à bactéricides temps dépendants. Quels sont les paramètres? L'intervalle de temps entre deux administrations pendant lesquelles la concentration l'intervalle de temps entre deux administrations pendant lesquelles les concentrations stériques d'antibiotiques sont supérieures à la valeur de la concentration minimale inhibitrice constitue un paramètre prédictif de l'issue thérapeutique des antibiotiques à bactéries temps dépendants. Le temps au-dessus de la concentration minimale inhibitrice dans un l'intervalle de temps entre deux administrations pendant lesquelles les concentrations stériques sont supérieures à la valeur de la CMI constitue on peut raccourcir le délai entre les deux administrations, on va raccourcir une administration par perfusion continue. On préfère d'administrer la concentration minimale inhibitrice tout le temps qu'avoir des courbes descendantes et ascendantes de concentration avec des délais variables. Les particularités de patients en réanimation, la multiplicité de défaillances d'organes. Quelles sont les particularités chez un patient en réanimation? On a la différence d'organes, les moyens thérapeutiques utilisés, l'état inflammatoire sous-jacent, des facteurs entraînant des modifications physiopathologiques, influence sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, des antibiotiques utilisés en réanimation, susceptibles d'en diminuer l'efficacité. Tous les états pharmacocinétiques sont concernés. Tous les étapes de pharmacocinétique sont concernées. Ça commence par l'absorption. Les troubles de vidange gastrique affectant 30 à 40% des maladies agressées les plus graves sous catécholamine, sous ventilation mécanique et sédatée, avec un risque plus élevé chez les grands brûlés pour les traumatisés. Des interférences avec des médicaments modifiés morphiniques et érythromycine, la diminution de la perfusion clinique sont également fréquents chez ces patients. Ces facteurs ont pour conséquence de diminuer l'absorption des antibiotiques et leur biodisponibilité, exposant ainsi au risque de sous-dosage et justifiant donc une administration par voie parentérale au moins à la phase aiguë. On a les troubles
troubles de vidange affectant 30 à l'absorption. L'absorption, les troubles de la vidange gastrique affectant 30 à 40% des malades agressés, le plus grave sont sous catécholamine, sous ventilation médicalement, ils sont datés, avec un risque plus élevé chez les grands brûlés et les polytraumatisés en cas de sepsis sévère. De plus, les troubles de transit, diarrhée, constipation, les interférences avec les médicaments modifiant le transit et la diminution de la perfusion splanchnique sont également fréquents chez ces patients. Pour conséquence, diminuer l'absorption d'antibiotiques et leur biodisponibilité, exposant ainsi un risque de sous-dosage dans l'administration par voie parentérale, au moins à la phase aiguë. C'est pour ça qu'on préfère d'administrer les antibiotiques à la phase au moins à la phase aiguë par voie parentérale. Puis la distribution de l'homophénomène augmente le volume de distribution. On a l'hypoalbuminémie qui concentre 40 à 50%, qui concerne 40 à 50% des patients en réanimation. L'influence fortement le volume de distribution des antibiotiques hydrophiles à forte fixation protéique et à faible diffusion cellulaire, tels que les bêta-lactamines, les aminosides, les glycopeptides. La diminution du site de liaison protéique entraîne une augmentation de la forme libre d'antibiotiques dans le plasma. S'accompagne d'augmentation de la concentration médicamenteuse sous forme libre, peuvent seuls diffuser vers les tissus, dans l'augmentation du volume de distribution et par conséquent une diminution de la concentration maximale, ainsi que le rapport concentration maximale sur CMI et le AUIC sont diminués. Les cibles pharmacodynamiques ne sont donc pas atteintes avec un risque accru d'échec clinique. L'hypoalbuminémie résulte de plusieurs phénomènes. D'une part, l'augmentation de la perméabilité capillaire liée à l'inflammation, qu'on multiplie par 3 au cours des 2 premiers jours d'un état septique grave. D'autre part, la synthèse hépatique d'albumine est devenue une situation stressée aiguë, s'ajoute de malnutrition fréquente de la population. De plus, le remplissage vasculaire destiné à compenser les l'hypovolémie relative accentue ce phénomène. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique par le biais d'une diminution du débit cardiaque dans la phase initiale peut également entraîner une perfusion tissulaire. À l'origine d'un délai, le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Par le biais d'une diminution de débit cardiaque lors de la phase initiale peut également entraîner une hypoperfusion tissulaire. À l'origine d'un délai pour obtenir des concentrations tissulaires proches des concentrations plasmatiques, la ventilation mécanique. Par augmentation de la pression intrathoracique, c'est également à l'origine d'une baisse du débit cardiaque, donc une diminution de flux sanguin hépatique et rénal et de débit de filtration glomérulaire. La concentration est une augmentation du volume de distribution, comme décrit pour le gentamicine, la tobramycine ou plus récemment pour la ceftazimide. D'une manière ou en autre, ainsi qu'elle a démontré Marek en 1993 au sujet des aminosides est proportionnel au score de gravité Apache 2. Alors, le phénomène du syndrome de réponse inflammatoire systémique par le biais d'une diminution de débit cardiaque, ça diminue lors de la phase initiale, le débit cardiaque est diminué, peut également entraîner une hypoperfusion. Une diminution de débit cardiaque entraîne une hypoperfusion, ok, on est d'accord. À l'origine de s'il y a une hypoperfusion, c'est-à-dire c'est un retard pour obtenir des concentrations tissulaires proches des concentrations plasmatiques. La ventilation mécanique par augmentation de la pression intrathoracique, également à l'origine de la ventilation mécanique ça augmente la pression intrathoracique, une baisse de débit cardiaque, une diminution de flux sanguin, hépatique et rénal et de débit de filtration glomérulaire. Les conséquences, ça va baisser le flux sanguin hépatique et rénal, la conséquence de l'augmentation du volume de distribution comme décrit pour le gentamicine, la tobramycine ou plus récemment pour le ceftazimide. D'une manière généralement, démontré Marek au sujet d'aminosidés est proportionnel au score de gravité Apache 4, c'est-à-dire plus le volume de distribution augmente, plus l'Apache 2 augmente, plus la gravité augmente.
Alors, je vais reprendre la distribution brièvement. L'augmentation du volume de distribution, c'est pas très bien parce que tout dépend, au début, c'est à cause de l'hypoalbuminémie. L'hypoalbuminémie, c'est très fréquent en réanimation. On a expliqué les causes, mais comment ça a influencé le volume de distribution des antibiotiques? Cette hypoalbuminémie, ça va influencer plus les volumes de distribution des antibiotiques hydrophiles et qui sont normalement fixés aux protéines et à faible diffusion cellulaire. À forte fixation des protéines et à faible diffusion cellulaire, la diminution du cycle de liaison protéique entraîne l'augmentation de leur forme libre d'antibiotiques dans le plasma. S'accompagne d'augmentation de la concentration de médicaments sous forme libre, peuvent se diffuser vers le tissu, d'augmentation de volume de distribution. C'est-à-dire le volume extra extracellulaire et par conséquent une diminution de la concentration maximale. Si il diffuse, ça va diminuer la concentration maximale, et si ça va diminuer les rapports, et les cibles pharmacodynamiques ne sont pas atteints. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique avec tout ce qui est diminution de débit cardiaque et la perfusion tissulaire. Ça va aussi diminuer le volume de distribution tissulaire, le métabolisme, une diminution de débit sanguin hépatique secondaire, une diminution de débit cardiaque entraîne une diminution de métabolisme des médicaments à forte coefficient d'extraction hépatique. À forte coefficient d'extraction hépatique, surtout les médicaments qui sont à forte extraction hépatique. Mais en jeu des systèmes enzymatiques qui peuvent être influencés par certains médicaments inducteurs enzymatiques tels que la rifampicine, qui vont accélérer le métabolisme et ainsi diminuer l'activité si les métabolites sont inactifs. À l'inverse, d'autres substances peuvent diminuer l'activité du cytochrome P450 par liaison inversible macrolide, par inhibition réversible compétitive, par un biokinéra qui est oméprazole. L'hypoxémie peut également modifier les capacités du système enzymatique à métaboliser les médicaments, ainsi que les systèmes oxydatifs, l'augmentation de la fraction libre d'antibiotiques à un hypoalbuminémie associée à l'augmentation de la fraction métabolique de foie, l'excrétion, la clairance. La clairance rénale peut également subir des grandes variations chez les patients en réanimation, ainsi comme la clairance hépatique sur la fraction libre des antibiotiques est susceptible d'être épurée. C'est comme pour la clairance est susceptible d'être épurée de compartiments vasculaires, donc l'augmentation de la fraction libre secondaire, en particulier des antibiotiques hydrophiles, bêta-lactamine conduit à l'augmentation de la clairance lors de la phase hypermétabolique de CIRS. L'augmentation de débit cardiaque en réaction au phénomène inflammatoire entraîne une augmentation de filtration glomérulaire. Les techniques de suppléance d'organes comme l'épuration extra-rénale, la ventilation mécanique, encore les médicaments ionotropositifs ont des mêmes conséquences. Ces phénomènes s'accompagnent d'une diminution de la demi-vie plasmatique et de concentration plasmatique, donc de T supérieur à CMI, à l'origine d'une diminution temps dépendant. À l'inverse, une influence rénale organique ou hypoperfusion s'accompagne d'une diminution de la clairance rénale conduisant à une concentration plasmatique et à une toxicité accrue. Maintenant, passons à une perspective. Bien qu'il soit simple de comprendre et utiliser les index pharmacocinétiques pharmacodynamiques présentent malgré tout les limites. Tout d'abord, il se réfère à des concentrations plasmatiques totales. Alors que même si cela n'est pas encore unanimement reconnu, seules les molécules sous forme libre dont les produits exercent un effet antimicrobien. De plus, les concentrations
différencier par la concentration intra-extracellulaire. Ainsi, les molécules à forte diffusion intracellulaire présentent des concentrations tissulaires plus importantes que celles ne diffusent que dans ainsi, on a une différence par la concentration intra-extracellulaire. Ainsi, les molécules à forte diffusion intracellulaire présentent des concentrations tissulaires plus importantes que celles ne diffusant pas dans les cellules, alors que les concentrations peuvent être comparables dans l'espace extracellulaire où sont souvent présentées les bactéries à détruire. Je vais reprendre. D'une part, elle ne différencie pas les concentrations intra-extracellulaires. Ainsi, les molécules à forte diffusion intracellulaire présentent des concentrations tissulaires plus importantes que celles ne diffusant pas dans les cellules, alors que les concentrations peuvent être comparables dans l'espace extracellulaire, sont souvent présentes les bactéries à détruire. D'autre part, les concentrations antibiotiques vivants varient dans le temps. Une seule mesure à un temps donné ne permet pas d'appréhender correctement le profil. D'autre part, les concentrations varient dans le temps. D'une seule mesure à un temps donné ne permet pas d'appréhender correctement les profils d'évolution des concentrations en fonction de temps. La microdialyse ne représente pas ces inconvénients et permet la caractérisation des profils d'évolution. Cette technique peut être utilisée dans nombreux tissus, cerveau, muscles, tissus, subcutanéens et liquides biologiques, chez l'animal comme chez l'homme. Cette technique peut être utilisée dans de nombreux tissus, cerveau, muscles, tissus subcutanés ou liquides chez l'animal comme chez l'homme. La concentration d'antibiotiques varie dans le temps. Une seule mesure à un temps donné ne permet pas d'appréhender correctement les profils d'évolution des concentrations en fonction de temps. La microdialyse ne présente pas ces inconvénients et permet les caractéristiques de profil d'évolution des libres d'antibiotiques dans l'espace extracellulaire en fonction de temps. Cette technique peut être utilisée cerveau, muscles, tissus, un liquide biologique chez l'animal comme chez l'homme. Les conséquences des modifications physiopathologiques sur la distribution tissulaire de nombreux antibiotiques ont été étudiées par microdialyse chez les patients de réanimation. Bien qu'encore peu répandue, l'utilisation des modèles pharmacocinétiques physiologiques ou semi-physiologiques devrait permettre de mieux interpréter les conséquences des modifications de division de la périphérique ou de modifications de la perméabilité vasculaire sur la distribution tissulaire des antibiotiques chez les patients en réanimation. Deuxièmement, la concentration est un paramètre parfois qualifié de statique dans la mesure où il permet de caractériser la sensibilité d'un germe dont les concentrations ne varient pas dans le temps. Contrairement à ce qui est observé chez les patients, les index pharmacocinétiques ont justement pour objectif de corriger cet inconvénient. Toutefois, ils permettent simplement de prédire si la posologie utilisée le traitement sera efficace ou non, en associant tout au plus une probabilité d'atteinte d'objectifs. En revanche, ils ne permettent pas de prédire l'évolution de la charge bactérienne en fonction de temps, alors que pour cela, des outils existants comme la modélisation PKPD, bien que celle-ci soit surtout utilisée dans d'autres domaines thérapeutiques et que l'équipe adapte ses approches aux antibiotiques, le principe consiste à intégrer un modèle plasmatique au tissulaire en fonction de temps, un modèle pharmacodynamique décrivant la relation effet en fonction de la concentration pour obtenir la relation effet versus
équation Hill, mais des modèles semi-mécanistiques peuvent être développés afin de distinguer les effets bactériostatiques ou fongiostatiques qui inhibent la croissance microbienne des bactéricides afin qui stimulent la mort des micro-organismes. Biostatique qui inhibe la croissance microbienne des bactéricides et qui stimule la mort. Les modèles pharmacocinétiques pharmacodynamiques relativement complexes peuvent aussi être développés afin de prendre en compte les phénomènes reflétant comme des adaptations, par exemple la surexposition des pompes et flux, qui se développent quelques heures après la mise en contact d'antibiotiques et de la bactérie, afin de prédire l'évolution de l'effet d'antibiotiques lorsqu'il existe une population majoritaire et sensible et l'autre initialement minoritaire résistant et peuvent ainsi être sélectionnés lors d'un traitement avec un schéma posologique inapproprié. Enfin, l'optimisation de la voie d'administration constitue un autre moyen d'améliorer le rapport bénéfice-risque. C'est en particulier le cas de l'administration intrapulmonaire par utilisation des antibiotiques pour traiter les infections nosocomiales pulmonaires chez les patients en réanimation. Toutefois, plusieurs problèmes demeurent. D'une part, les équipements utilisés pour générer l'aérosol varient d'un service à l'autre alors qu'ils des particules et donc leur distribution intrapulmonaire, ce qui peut induire des problèmes de reproductivité interservices. De plus, en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, certains antibiotiques vont difficilement franchir la barrière biologique, alors le site d'administration aura sans doute une influence majeure sur le rapport des concentrations intrapulmonaires systémiques, alors que d'autres vont beaucoup mieux diffuser à la voie d'administration, alors beaucoup moins d'effets sur le rapport concentration, mais il n'existe pas à ce jour des études systémiques visant à définir une classification biopharmaceutique des médicaments administrés par voie intrapulmonaire comme il existe par le voie orale. Par ailleurs, l'effet des pathologies infectieuses sur la distribution intrapulmonaire des antibiotiques constituent une autre question plus commentée, et les méthodes de détermination des concentrations intrapulmonaires, parmi lesquelles lavage broncho-alvéolaire, sont elles-mêmes sujettes aux questions. En conclusion, la multiplicité des modifications physiologiques des patients, réanimation auxquelles s'ajoutent les interactions avec les médicaments et les techniques de suppléance utilisées, conduit à des modifications pharmacocinétiques majeures. L'importance des variations interindividuelles et des effets contradictoires de certains facteurs plaide en faveur du dosage d'antibiotiques lorsque celui-ci afin d'optimiser le succès thérapeutique.